qu'il s'agit vraiment d'intégrer des critères de rentabilité économique, de politique énergétique. Si on réfléchit à 20 ans, à 30 ans, c'est aussi parce que certaines mesures de politique énergétique ont été exprimées dans ce sens. Donc, quel type de rationalité économique on peut y confronter vis-à-vis donc aussi du changement technologique. Donc, l'exemple dont je vais vous parler, c'est un exemple de gestion de la ressource renouvelable et son intégration donc, dans le système électrique, soit du point de vue du marché que du réseau. Vous avez déjà eu un aperçu de la passion avec laquelle Philippe aborde ces thèmes. Et pour aller un peu plus loin donc, dans cette passion, petite devinette, puisque je suis la dernière, qu'est-ce qu'il y a en commun? Quel est le facteur qui nous a rapprochés, en plus donc, de notre passion relative pour chacun notre métier? Climat, économie, mathématiques. Donc pour répondre, on a eu des éléments et là je vais vous montrer celui-là. Donc l'objectif n'est pas de vous ennuyer pendant 10 minutes à vous expliquer les termes de cette équation, mais à vous montrer en fait que comment, à partir des outils, on arrive donc à avoir aussi une conception intégrée de ces matières. Donc avec des petits codes couleurs qui vont nous aider aussi à décrypter l'apport de chaque discipline dans ce travail. Nous avons donc des éléments qui sont purement économiques. Jordi parlait de la différence de consommation entre les différents moments de la journée et de la semaine. Ceci est relatif en fait au cycle économique. Le fait qu'on produise ou on consomme plus ou moins selon les moments de la journée, de la semaine, de l'année. Nous avons aussi des composantes climatiques, donc la température, et tout ceci est enveloppé dans une fonction mathématique, qui est un peu l'objet sur lequel nous avons eu aussi beaucoup de discussions, nous avons parlé beaucoup de temps, parce que l'interdisciplinarité, c'est un très beau concept, mais après, il faut le faire. Donc, c'est vrai que nous avons tous, probablement, nous partageons les mêmes instruments, les équations, mais après, pour chacun d'entre nous, ça a une signification différente. Et donc, ceci est vraiment les fruits de l'effort d'intégration des concepts, des objectifs. Et en particulier, ce que nous avons fait, c'est nous focaliser sur des blocs d'analyse qui permettent d'avoir cette vision. La transition énergétique, on vient de le discuter, est un objet complexe, aussi bien que les changements climatiques. Donc derrière, nous avons des logiques différentes qui s'emboîtent, celle du climat, de l'économie, des outils informatiques qui nous permettent aussi de traiter des données et la mathématique donc, qui permet de la structurer. Les données ont eu vraiment une importance fondamentale dans notre étude. Nous avons traité beaucoup de données, mais on n'est pas dans les domaines du big data, on n'est pas dans les clouds. C'est des données qui sont importantes. On a des observations qui sont sur une période de 5 ans à l'échelle horaire. Mais c'est des données qui ont une structure particulière parce qu'elles traduisent un marché, un système économique, sur lesquels donc, nous avons aussi intégré la dimension essentiellement climatique. L'objectif, c'est justement d'arriver à ces longs termes, de simuler des scénarios qui sont des scénarios de développement à la fois technologique et économique. Nous nous sommes posé un objectif qui est regarder des scénarios en 2050, mais peut-être que ces scénarios vont arriver, comme le disait Philippe, plus tôt, ou peut-être qu'il y aura donc des changements technologiques majeurs qu'on pourra, ou climatiques majeurs qu'on essaiera d'appréhender. Donc, dans ces travaux que nous avons faits, la politique énergétique et les objectifs donc, de décarbonation étaient vraiment au cœur de l'analyse. Donc, l'idée était d'essayer de donner certaines réponses critiques aussi sur la faisabilité de certains scénarios de politique énergétique à long terme. Alors, l'Italie, oui, c'est notre objet d'analyse aussi, donc un cas concret d'application. Mon accent le traduit. Il y a un intérêt effectivement personnel, mais c'est utile parce qu'il y a beaucoup de documents en italien qui ne sont pas facilement lisibles. Et à part cet intérêt national, l'Italie est un exemple intéressant
sous plusieurs égards. Donc d'abord parce que nous avons collecté beaucoup de données sur les marchés électriques et Philippe en même temps avait également collecté des données sur en général la Méditerranée, donc on avait la possibilité d'avoir des informations cohérentes et pertinentes pour ces cas d'études. Également un pays qui, étant donné des choix de politique énergétique assez importants tels que l'absence de production nucléaire, a un mix énergétique actuellement basé essentiellement sur le gaz et les énergies renouvelables. Pour cette raison, en fait, justement pour s'affranchir en quelque sorte de la dépendance au gaz qui n'est pas produit à l'échelle nationale, l'Italie a commencé à investir dans les énergies renouvelables déjà à la fin des années 90, donc bien avant de la pression venant de la communauté européenne sur les objectifs à 2020. Ce qui a fait qu'en 2014, l'Italie a déjà atteint les objectifs qui aujourd'hui sont encore, par exemple pour la France, pas atteints à l'horizon 2020 en termes en particulier ici du mix énergétique renouvelable dans la consommation finale. Aujourd'hui, donc, la part de cette consommation verte dans l'électricité en Italie est de 24%. Et ceci depuis 2014. Donc, c'est un pays en évolution. On a des objectifs nationaux qui vont encore pousser plus loin l'intégration des renouvelables dans un marché électrique qui, lui, est très particulier parce qu'il s'agit d'un marché électrique zonal. Donc, nous avons des macro-régions dans lesquelles il s'effectue après un échange d'électricité selon donc, la pertinence économique de cet échange. Et ceci représente aussi les modèles qu'on appelle Target Model, qui est utilisé par la Commission européenne pour décrire l'Europe de l'électricité demain. Ça va être une Europe en grande région, organisée autour de 4 ou 5 marchés qui vont échanger l'électricité exactement comme on le fait en Italie, avec des soucis qui sont aussi la faisabilité technique de cet échange, donc la pression sur les réseaux. Et on l'a dit tout à l'heure, donc dans ce point de vue-là, les énergies renouvelables, elles ont un potentiel de décarbonation, mais aussi de mettre cette tension sur l'équilibre offre-demande du fait de l'intermittence et aussi de mettre une pression sur les réseaux qui doivent donc transporter en temps réel tout ce qui est produit et probablement pas au moment où il est consommé. Donc, on a procédé justement en intégrant tout d'abord nos données. Donc ici, je vous présente les blocs un peu méthodologiques dans lesquels nous avons évolué. Et donc, vous retrouvez nos petits codes couleurs pour marquer la coexistence donc, de nos approches. Donc, nous avons intégré les données climatiques avec les données économiques. Parfois, ceci est un exercice un peu périlleux. Il a fallu donc créer une base de départ cohérente qui nous a permis ensuite de modéliser. Donc l'équation que vous avez vue tout à l'heure, c'est une des multiples équations que nous avons utilisées pour décrire la consommation d'électricité à partir d'une part des données économiques et d'autre part des données climatiques. Et c'est un exercice qui, par exemple, pour moi, était particulier parce que moi, quand j'ai décrit les mêmes objets, je n'utilise pas les mêmes variables. Mais nous nous sommes convaincus, en fait, que c'était une description qui, pour l'objet en question, était intéressante, en particulier parce qu'on pouvait mettre en avant la production solaire et photovoltaïque, qui est donc celle qui nous aide à définir un mix vert optimal grâce à des critères d'optimisation. Quels sont ces critères que nous avons utilisés? Donc, les problèmes étant la variabilité des ressources renouvelables. Nous avons utilisé des critères relativement standards en économie, donc celui d'essayer dans un objectif qu'on appelle de portefeuille, maximiser la production moyenne tout en gardant un niveau de variabilité donné, ou la vision complémentaire, qui n'est pas complètement symétrique toutefois, de minimiser la variabilité tout en maximisant la production.
Alors, s'il s'agissait d'une ressource non intermittente, ça serait équivalent, mais ça ne l'est pas, justement à cause du risque qui est introduit par la production solaire et photovoltaïque. À l'intérieur, donc, après de cette conception globale de la définition du mix optimal, nous avons aussi joué sur les échelles territoriales. Donc, nous avons une optimisation globale, une optimisation régionale qui traduit les marchés zonaux italiens et une optimisation qui maximise la rentabilité économique. Donc, là, tout en gardant l'équilibre offre-demande et des éventuels problèmes sur la saturation du réseau, donc sur la congestion. Pour vous donner un exemple des résultats que nous avons faits, donc nous partons des observations. Cette illustration montre les mix existants aujourd'hui entre solaire et photovoltaïque. A remarqué que le solaire est installé aujourd'hui plutôt dans le nord de l'Italie. Après, si vous me posez la question, je vous dirai pourquoi. Et l'éolien plutôt dans le sud. En maximisant la rentabilité de la ressource, je l'appelle ressource parce qu'il y a effectivement les données climatiques derrière, on fait l'inverse, on suit là où la ressource est la plus disponible. Donc on a déplacé le mix, même si on reproduit à peu près la même répartition, on voit que l'échelle géographique et la maximisation de la rentabilité va faire en fait descendre les solaires là où la ressource est plus disponible, qu'il s'agisse de maximiser la production ou de minimiser la variabilité. Donc on arrive au point qui aussi nous tient à cœur, donc les énergies renouvelables sont des énergies territorialisées. Et la transition énergétique ne peut pas oublier cet aspect d'intégration dans les territoires. Effectivement, ça va ici dans une échelle nationale, mais aussi dans une échelle plus locale. Nos ambitions futures, donc nous continuons à travailler sur ces sujets. Nous avons déjà produit des articles coécrits et des articles chacun dans son domaine, en utilisant ces données. Nous allons intégrer avec les collègues du LIX les ressources hydroélectriques, qui sont des ressources renouvelables mais stockables, donc qui vont avoir une relation particulière avec les prix de l'électricité. Un gros travail sur les prix de l'électricité a été mené. Donc, on va intégrer aussi cette variable. Vous avez vu que pour l'instant, j'ai parlé de quantité. Donc, l'objectif, c'est bien de décarboner, mais à quel prix? Quelle est la pression qui est aussi sur les éléments de rentabilité économique? Et enfin, les changements climatiques. Donc, dans la base de données, on a déjà observé quelques événements extrêmes, mais on sait que le changement climatique est amené à intensifier et à rendre plus fréquents ces événements. Donc, dans nos simulations, nous allons également les introduire. Et je remercie non seulement vous pour la patience de m'avoir écouté, mais aussi nos partenaires qui sont eux aussi multidisciplinaires. Donc on a des soutiens d'écoles d'ingénieurs comme Berkeley avec les projets CIBEL, certes les économistes avec Governance Analytics sur la gestion des données, des projets aussi ANR du ministère et aussi bien sûr les données climatiques. Je vous remercie.